Bonjour à toutes. Aujourd'hui, Rosep vous propose un webinaire sur le droit du travail. Nous allons évoquer le déconfinement et le retour au travail. Certaines d'entre vous nous ont sollicité afin de savoir si leur état de santé était compatible avec un retour au travail, si elles étaient personnes à risque, personnes vulnérables. Aujourd'hui, Maître Cazin va répondre à l'ensemble de vos questions. Maître Cazin, je vous laisse la parole. Vous allez dans un premier temps nous expliquer quelques directives et ensuite vous répondrez aux questions de nos adhérentes. À vous. A communiqué en mars sur le fait que les patients atteints de cancer sont plus fragiles face au Covid, puisqu'on a vu des taux d'infection au Covid plus importants, le risque de faire des complications respiratoires également plus élevé, une vitesse de détérioration respiratoire plus rapide et puis un risque d'hospitalisation ou de décès plus important. Et donc, à partir de là, de ce constat médical, le Haut Conseil de la santé publique a donné une recommandation claire dans un communiqué du 19 mars 2020 en indiquant, je cite, que les patients atteints de cancer doivent être le plus possible tenus à distance du risque d'infection. Et c'est la raison pour laquelle il a été étendu par le gouvernement en mars le régime dérogatoire d'indemnisation avec les IGSS aux personnes vulnérables. Alors, j'insiste sur un point, c'est que, on va le voir, ce régime a basculé à compter du 1er mai dans le cadre du chômage partiel, dit activité partielle, mais que ce soit dans le premier ou dans le second régime, il y a une condition préalable commune, c'est l'impossibilité de mettre en place du télétravail. Puisque deux mots sur le télétravail. Le télétravail reste en l'état aujourd'hui la norme, le principe, et d'ailleurs quel que soit l'état de santé du salarié, c'est-à-dire qu'il doit être privilégié par l'employeur, même s'il cause une baisse sensible de productivité. Et donc, si vous êtes confronté à un employeur qui refuse de mettre en place le télétravail, alors qu'il pourrait le faire et même en prenant en compte évidemment une baisse de productivité, eh bien, celui-ci, l'employeur, s'expose à voir sa responsabilité civile et pénale engagée en cas de réalisation du risque, et la réalisation du risque, en l'occurrence, c'est la contamination dans les locaux de l'entreprise. Donc, le gouvernement, en mars, a pris en compte la recommandation du HCSP en indiquant qu'il fallait écarter les personnes atteintes de cancer. Et c'est la raison pour laquelle on a étendu en mars aux salariés à risque le dispositif qui avait été mis en place initialement en janvier et qui était réservé aux personnes qui étaient contraintes de rester chez elles pour garder leur enfant compte tenu de la fermeture des établissements scolaires ou les personnes qui étaient identifiées comme cas contact des personnes atteintes du Covid. Et donc, à partir du 18 mars, les personnes vulnérables ont pu s'autodéclarer en ligne dès lors qu'elles étaient prises en charge en ALD au titre des pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique. Et dans son communiqué du 19 mars, eh bien, le HCSP dresse une liste des personnes qui risquent de développer une forme grave d'infection au Covid, et parmi elles, on a les personnes atteintes avec une immunodépression médicamenteuse, chimiothérapie anticancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et ou corticothérapie à dose immunosuppressive, ou les personnes qui sont atteintes d'hémopathie maligne en cours de traitement ou présentant un cancer métastasé. Donc, et il faut également savoir que, outre les personnes qui sont atteintes de ces pathologies, et bénéficiaient également du régime dérogatoire, eh bien, les salariés qui partageaient le même domicile que ces personnes vulnérables. Et donc, ces personnes ont pu s'autodéclarer auprès de l'assurance maladie sans passer par l'employeur ou par leur médecin traitant. Cette autodéclaration était ouverte pour toutes les personnes, quel que soit leur régime d'affiliation sociale. Donc, c'était les salariés du régime général de la sécurité sociale ou du régime agricole, mais aussi les travailleurs indépendants, les assurés des régimes spéciaux, dont les fonctionnaires.
Et puis, après la déclaration, un arrêt de travail sur la base de cette déclaration était délivré. Il faut savoir qu'il y a eu 250 000 arrêts de travail pour personnes vulnérables qui ont été demandés et qu'il y a eu une part significative de rejet par l'assurance maladie puisque un quart des demandes ont été rejetées. J'ajoute que lorsque une personne vulnérable n'est pas en ALD, elle pouvait, dans l'ancien régime, celui qui a pris fin à la fin du mois d'avril, cette personne pouvait se faire établir un arrêt de travail par son médecin traitant dans les conditions, cette fois, du droit commun. C'est-à-dire qu'on ne passait pas par la télédéclaration, mais il y avait la possibilité d'avoir évidemment un arrêt de travail de droit commun. Quel était alors le régime d'indemnisation pour qu'on puisse comparer avec ce qui va se passer à compter du 1er mai? Eh bien, les salariés concernés percevaient une indemnisation au titre de la maladie, et on cumulait les IJSS, les indemnités journalières de la sécurité sociale, plus le complément employeur, et cette rémunération assurait 90% du salaire brut. Il faut savoir que le régime a évolué au fur et à mesure, et il a été précisé qu'il y avait l'absence de délai de carence pour les IJSS et pour percevoir le complément employeur. Il a également été précisé qu'on avait un versement du complément employeur sans condition d'ancienneté et qu'il n'y avait pas de conditions non plus relatives à la durée d'activité. Donc, on était vraiment dans un régime dérogatoire par rapport au droit commun, celui prévu par le Code de la sécurité sociale. Et puis, un décret, et puis il a donc été décidé dans une loi de finances du mois d'avril de basculer les bénéficiaires de ce régime dérogatoire dans le cadre de l'activité partielle que l'on appelle plus communément le chômage partiel. C'est la même chose. Et donc, a été pris un décret du 5 mai 2020 qui va dresser la liste des critères permettant d'identifier les personnes vulnérables et donc celles au final qui vont bénéficier, qui vont être placées en activité partielle au titre de cette loi de finances. Donc on a différents critères dans le décret du 5 mai 2020. Certains ont trait à l'âge, puisqu'on va viser les salariés qui sont âgés par exemple de plus de 65 ans, et puis d'autres critères liés cette fois directement à la maladie. Et on précise ainsi que sont visés comme étant vulnérables les personnes atteintes de cancer évolutif sous traitement, hors hormonothérapie, je cite là, et également les personnes qui sont atteintes d'une immunodépression congénitale ou acquise, médicamenteuse, chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et ou corticothérapie à dose immunosuppressive. Donc, on voit d'ores et déjà que ne sont pas visés dans les critères permettant d'identifier les personnes vulnérables les radiothérapies ou les hormonothérapies, puisque, mais là, je crois que c'est un traitement, hein, vous pouvez me confirmer, de prévention qui peut être administré pendant plusieurs années pour éviter les récidives. Oui, l'hormonothérapie est souvent proposée après le parcours chimiothérapie, voire radiothérapie. Donc, on a effectivement cette question qui est beaucoup ressortie, maître, hein, sur les personnes en traitement hormonothérapie. Donc, d'après ce que vous dites, si je résume bien, avec le décret du 5 mai, ces femmes sous hormonothérapie ne sont pas considérées comme personnes vulnérables. Voilà, donc elles ne vont pas bénéficier d'un certain régime quant aux formalités. Ceci étant, on va voir qu'elles vont pouvoir basculer éventuellement dans le chômage partiel. On va voir comment. J'ajoute que la recommandation, alors d'abord ces critères qui sont définis par le décret du 5 mai le sont à l'évidence en référence à ceux qui avaient été précisés et que j'ai cités d'abord dans le communiqué du 19 mars. Je crois qu'il est important que les employeurs puissent communiquer sur l'existence de ce décret du 5 mai pour que les salariés aient connaissance de l'existence de cette liste et de son contenu. Et puis aussi, les employeurs doivent évidemment communiquer sur la possibilité que les salariés ont, pendant cette période difficile, eh bien, de recourir aux services de santé au travail. Alors, on a donc ces critères et on sait par ailleurs qu'à partir du 1er mai, on bascule dans le régime du chômage partiel avec au préalable toujours cette condition
c'est qu'on ne peut pas mettre en place le télétravail. Puisque si on peut le mettre en place, il y a un travail qui se fait chez soi, il n'y a pas de risque à travailler. Donc, on est vraiment là dans des... Je me permets justement d'insister sur ce que vous dites parce que certaines personnes auraient pu confondre. Ce n'est pas je suis personne vulnérable, je vais voir mon médecin pour un arrêt de travail. C'est je vois déjà avec mon employeur si le télétravail est possible et seulement si ce n'est pas le cas. Par exemple, quelqu'un qui est caissière, quelqu'un qui travaille à la chaîne, qui a un métier manuel. Dans ce cas seulement, je vais voir mon médecin. Donc, si le télétravail est possible en tant que salarié, je ne peux pas mettre en place ces démarches d'arrêt de travail et de chômage partiel. Dans tous les textes, que ce soit les décrets ou les ordonnances, il est bien précisé que ce sont les personnes vulnérables qui ne peuvent pas travailler. Alors, s'il y a la possibilité d'un télétravail, il n'y a pas une exposition au risque et donc il n'y a plus de vulnérabilité et on n'a pas les difficultés que l'on rencontre, évidemment, pour les personnes qui travaillent sur site. Donc, condition préalable, l'absence de possibilité de mettre en place le télétravail. Et pour ces personnes-là qui présentent une vulnérabilité, eh bien, on a mis fin au 30 avril au versement d'IGSS pour les arrêts de travail liés à la crise Covid et on bascule depuis cette date et quelle que soit la date du début d'arrêt de travail, on va y revenir, on bascule à compter du 1er mai dans le dispositif de l'activité partielle qui est le chômage partiel. Donc restent concernées les mêmes personnes, les personnes vulnérables et celles qui cohabitent avec ces dernières. Alors quelle est la procédure ? Eh bien, les salariés en état de vulnérabilité et leurs proches doivent non plus maintenant présenter un arrêt de travail, mais présenter ce qui s'appelle un certificat d'isolement. Et il y a deux régimes différents pour avoir ce certificat d'isolement. Soit vous êtes une personne vulnérable, donc celle qui répond aux critères que l'on vient de voir. Et dans ce cas-là, vous avez pu vous autodéclarer avant le 1er mai. Et la CPAM indique qu'elle va transmettre aux patients, à ces patients, un certificat d'isolement les concernant sans que l'assuré ait à faire la moindre démarche. Donc, normalement, vous n'avez rien à faire et vous allez recevoir par mail un certificat d'isolement à charge ensuite pour vous de le présenter à l'employeur. Évidemment, s'il y a un délai trop long ou si l'assurance maladie ne le fait pas directement, vous allez prendre l'initiative d'aller le solliciter auprès de votre médecin traitant. Vient maintenant les personnes vulnérables qui n'entrent pas dans le champ de l'autodéclaration, donc celles qui ne sont pas visées directement par le décret. Ça n'empêche pas qu'évidemment, elles peuvent avoir bénéficié d'un arrêt de travail par leur médecin traitant pour une cause particulière. Et dans ce cas-là, c'est le médecin traitant qui va leur émettre un avis, un certificat d'isolement. C'est la même chose pour les personnes qui cohabitent avec les personnes vulnérables. Donc, le médecin traitant est informé, il doit faire plus un certificat et non plus un avis d'arrêt de travail. Et sur ce certificat, il y a une formule requise qui est je sous-signé, docteur, certifique Madame X, doit, compte tenu des recommandations sanitaires, respecter les consignes d'isolement, la conduisant à ne plus pouvoir se rendre sur son lieu de travail. Cette procédure, elle peut être réalisée par voie de téléconsultation et donc le médecin adressera par mail ou par courrier le certificat à l'assuré afin que celui-ci puisse le remettre ensuite à son employeur. Maître, on me pose la question, est-ce que c'est forcément le médecin traitant ou on peut demander ce document à son oncologue si on était à l'hôpital ces derniers jours? Il est même indiqué, pas médecin traitant, c'est moi qui le dis, mais c'est indiqué dans les textes le médecin de ville. Donc, c'est tous les médecins qui sont compétents en la matière. Donc, si vous avez un médecin qui vous délivre un arrêt de travail, alors que vous êtes dans le régime du certificat d'isolement, a priori, la délivrance de l'arrêt de travail devient maintenant inutile. Mais il peut y avoir des médecins, je pense qu'il y aura un certain nombre qui continueront à émettre des avis d'arrêt de travail. Je comprends qu'une des questions soit de savoir est-ce que mon employeur sera informé ou pas de ma pathologie. J'attire votre attention sur le fait que sur cet arrêt de travail sera indiqué comme motif personne à risque Covid ou résident avec une personne à risque Covid. Cet avis d'arrêt de travail sera transmis à l'assurance maladie. Un exemplaire de l'avis d'arrêt de
travail vous sera remis, c'est cet exemplaire qu'il faudra ensuite remettre à l'employeur, mais sur cet exemplaire, conformément au droit commun, il n'y aura ni motif, ni la notion d'arrêt en rapport ou non avec une ALD. Donc là, il y a une confidentialité sur la nature de la pathologie. J'ajoute que si votre médecin vous dit « mais moi je ne peux pas vous arrêter parce que vous n'êtes pas vulnérable par rapport aux risques qui sont identifiés dans le décret », le médecin conserve encore une fois son appréciation, bien évidemment, et il peut toujours établir un arrêt maladie, par exemple pour stress anxio-dépressif, parce que la réticence qui est celle de reprendre le poste pour des personnes qui encourent des risques, même si elles ne sont pas identifiées dans le décret du 5 mai, eh bien, elle peut justifier une angoisse, une peur, un stress qui en lui-même justifie un motif d'arrêt de travail. Donc ça, éventuellement, c'est une piste, mais comme vous dites, c'est à l'appréciation du médecin. C'est-à-dire que c'est une préconisation que vous faites, une piste que vous dites, mais au final, ça reste bien le médecin, après avoir vu la patiente en consultation et avoir fait un bilan avec elle, qui décidera si elle peut rentrer dans ce cadre-là ou pas. Voilà. Et c'est évidemment au patient d'indiquer au médecin bien le contexte de travail. Si le télétravail est impossible, il est évident qu'il y a un risque qui sera supérieur si on travaille à proximité les uns les autres dans un bureau ou si on peut être parfaitement isolé. Donc ça, c'est aussi aux patients d'expliquer précisément aux médecins quelles vont être leurs conditions de travail à leur retour éventuel dans les locaux. Donc ensuite, votre employeur va prendre connaissance de ce certificat d'isolement et dans ce cas, il doit procéder à une déclaration d'activité partielle, qui est le chômage partiel, peu importe la situation de l'entreprise par rapport au chômage partiel, c'est-à-dire que les salariés qui sont bénéficiaires d'un arrêt d'isolement doivent bénéficier du dispositif du chômage partiel, même si l'entreprise qui les emploie n'a pas recours à ce dispositif du chômage partiel pour le reste du personnel. Donc, ce droit de placement en chômage partiel est un droit. L'employeur ne peut pas le refuser. Et dans le cas où on a la mise en place d'un chômage partiel uniquement pour des bénéficiaires de certificats d'isolement, eh bien, la consultation du conseil du comité social économique n'est pas requise. Donc, il y a aussi le respect d'une confidentialité au sein de l'entreprise. Mais en tout état de cause, comme vous le disiez, madame, il est évident que le médecin, l'employeur, avant de mettre en place ce chômage partiel pour les bénéficiaires des certificats d'isolement, va engager avec chacune des personnes concernées une discussion pour vérifier que la mise en place du télétravail n'est pas une solution de travail possible. Maître, on pourrait imaginer au sein, par exemple, d'une entreprise que finalement, il y a du chômage partiel que pour une personne qui soit dans ce cadre-là. C'est une situation qu'on pourrait rencontrer? Bien sûr, vous savez, c'est déjà ce qui se passe actuellement, peu importe si les gens ne sont pas malades. Il y a beaucoup de gens qui n'ont attendu qu'une chose, c'était lundi, le retour dans l'entreprise, et puis d'autres qui ont extrêmement peur. Peu importe le cas, de savoir si les personnes ne sont pas atteintes d'une pathologie et vulnérables. Et donc, eh bien, les employeurs essayent d'adapter autant que possible le mode de travail par rapport aux souhaits des salariés. Donc, il y a la possibilité de faire du télétravail ou pas de télétravail en fonction aussi des discussions entre les salariés et les employeurs. Alors, quelle va être maintenant l'indemnisation des salariés vulnérables et qui ne peuvent pas travailler, donc qui sont bénéficiaires d'un certificat d'isolement à compter du 1er mai? Eh bien, il va y avoir une prise en charge au titre du chômage partiel. Il n'y aura pas de possibilité de cumuler cette indemnité de chômage partiel avec les indemnités journalières de la sécurité sociale et a fortiori avec un complément employeur. C'est-à-dire que désormais, l'indemnisation est à hauteur de 70% du salaire brut, qui correspond à 84% du salaire net, ou pour les salariés qui sont au SMIC, eh bien, on va à 100% du salaire rémunéré.
Donc là, Ensuite, je me permets d'intervenir, maître. On a une personne qui nous pose la question, mais ça résume ce que vous avez dit. Au mois d'avril, quel était alors le régime d'indemnisation des personnes en arrêt maladie? Donc, comme vous dites, avant le 1er mai, c'était pris en charge par l'assurance maladie. Après le 1er mai, on passe sur du chômage partiel. exactement. Donc, c'est plus défavorable à compter du 1er mai, puisqu'on est à 70% du salaire brut et qu'on était auparavant à 90% du salaire brut jusqu'au 30 avril. Ceci étant, les périodes d'activité partielle, de chômage partiel, contrairement aux arrêts de travail, au régime des arrêts de travail, bien, sont prises en compte pour le calcul des droits à congés payés. Alors, il y a aussi une question, je pense que certaines personnes se posent, c'est quelle est la durée d'indemnisation? Euh, Parce que pour les personnes vulnérables, selon les textes actuels, le bénéfice de l'activité partielle pourra durer jusqu'à une date fixée, mais dans le cadre d'un décret qui reste à paraître, donc pour l'instant personne ne connaît cette date, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020. Donc ça c'est l'inconnu sur la durée d'application de ce régime de chômage partiel. Et puis le second point, c'est que on a en tête que dans les textes du Code de la sécurité sociale, la durée maximale pendant laquelle les IJSS peuvent être servis est de 3 ans maximum en cas d'ALD et dans la limite de 360 jours IJSS sur une période de 3 ans hors cas d'ALD. Eh bien, il faut savoir que l'ordonnance du 15 avril 2020 a apporté une réponse sur ce point en allongeant la période de versement des IJSS, puisqu'il est indiqué que les arrêts de travail qui débutent entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, qui aujourd'hui est fixée au mois de juillet, eh bien, les arrêts de travail au cours de cette période ne sont pas pris en compte pour la période ne sont pas pris en compte pour la détermination de la durée maximale. C'est-à-dire qu'on bloque, on reste figé au mois de mars et on reprendra le décompte une fois passée la crise sanitaire. Un mot sur le régime dérogatoire, un dernier mot, c'est que seulement certains travailleurs vont rester dans l'ancien régime. Il s'agit de tous les travailleurs non salariés qui ne peuvent pas être placés en chômage partiel. Donc, les travailleurs indépendants, les non salariés agricoles, les artistes auteurs, les stagiaires de formation professionnelle, les agents non titulaires de la fonction publique et les gérants de société, eux, eh bien, vont conserver le régime antérieur que les patients vulnérables se sont vus appliquer jusqu'au 30 avril dernier. Alors peut-être quelques mots sur le droit de retrait. C'est important parce que quelle est l'attitude à avoir lorsqu'un employeur n'assure pas la protection minimum au retour en poste? Oui, Alors, parce que ça, c'est une question qui nous a été posée, hein, maître. On a eu l'exemple d'une salariée qui travaille à la chaîne et pour qui elle nous faisait part que les gestes, la distance barrière, enfin les gestes barrières, excusez-moi, avec la distanciation sociale étaient difficilement applicables au vu de la ligne de production et qui du coup demandait effectivement qu'est-ce qui était un droit de retrait, est-ce que c'était judicieux et qui demandait vos conseils sur ce domaine-là. Alors, le droit de retrait, il faut savoir que, en application du Code du travail, un travailleur peut se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa santé, et il doit alors alerter l'employeur de cette situation. Mais il s'agit toujours d'un droit individuel, un droit subjectif. Ceci étant, il convient de rappeler que, d'une part, le droit de retrait vise une situation particulière de travail. Donc, on va apprécier concrètement quelles vont être les conditions de retour en poste. Il ne s'agit pas d'une situation générale de pandémie. On ne peut pas dire c'est une situation de pandémie, j'oppose mon droit de retrait. Non, c'est les mesures qui vont être prises pour lutter contre la pandémie qui vont être appréciées pour voir si elles sont ou pas suffisantes et si ces mesures prises, eh bien, les conditions de travail présentent ou non un danger grave et imminent. Le deuxième observation, c'est qu'il n'incombe pas à l'employeur, même par rapport à l'obligation de sécurité
de moyens renforcés à laquelle il est tenu, il ne lui incombe pas de garantir l'absence de toute exposition des salariés à des risques. Il lui appartient en revanche de les éviter le plus possible et s'ils ne peuvent pas être évités, de les évaluer et de prendre des mesures. C'est tout ce que l'on voit avec les jurisprudences Amazon, dernièrement Renault. Donc, on doit avoir une identification des risques, une évaluation et puis ensuite la prise de mesures qui permettent de lutter au mieux contre les risques. Donc, pour reprendre votre exemple, madame, on ne pourra pas reprocher à l'employeur de ne pas respecter les gestes barrières si il est impossible, par exemple, de respecter la distanciation physique dans l'exercice du travail à la chaîne. En revanche, on pourra lui reprocher de ne pas avoir, doté les salariés de masques ou de gel, de masques, même de barrières visières. Donc, c'est ces mesures-là qu'il faut apprécier et pas le fait de savoir si on va respecter ou pas les gestes barrières. Et donc, si l'employeur a mis en œuvre les mesures qui sont prévues par le Code du travail et surtout les recommandations nationales qui sont maintenant éditées sous forme de fiches métiers par les différentes branches professionnelles, et qu'il en a informé les salariés, qu'il a préparé son plan de reprise en y associant le CSE, il apparaît que le droit individuel de retrait ne peut pas en principe trouver à s'appliquer. Il ne sera pas considéré comme étant justifié. Et dans ce cas-là, si l'exercice du droit de retrait est manifestement abusif, il conduit à une retenue sur salaire pour l'exécution du contrat de travail. L'appréciation des éléments pouvant faire penser que le maintien en poste présente ou non un danger grave et imminent relève le cas échéant du juge, puisque c'est lui qui appréciera le caractère raisonnable ou pas des mesures prises. Voilà sur l'obligation de sécurité de l'employeur. Il faut savoir qu'il y a aussi toute une démarche d'analyse du poste, de l'entrée en entreprise, gestion de la chaîne, gestion de l'appréhension manuelle des objets qui vont être touchés, la gestion des cantines, etc., qui doit être mise en place. Et c'est à partir de tous ces éléments-là où on verra si l'entreprise permet ou pas un travail correct et sécuriser des salariés. Si ce n'est pas le cas, et c'est ce qui a donné lieu aux contentieux que l'on connaît, les contentieux Amazon, La Poste, Carrefour, en amont, les partenaires sociaux peuvent saisir le juge en disant on vous ordonne de suspendre l'activité le temps que des mesures correctes soient adoptées. Alors, je crois qu'on avait aussi une question sur les ruptures conventionnelles. Oui. Alors, juste une petite chose, maître. Donc, je vous remercie déjà pour tous ces éléments et puis nous allons répondre aux questions des femmes. Et j'en profite pour saluer votre consoeur, maître Pulagarde, qui nous a rejoint afin de répondre aux questions. J'ai une femme qui dit quand l'employeur a connaissance qu'un de ses employés est touché par le Covid, a-t-il l'obligation d'en informer le reste du personnel ? Il n'a pas l'obligation, il a l'obligation, oui, parce qu'il doit sécuriser la santé des collègues et donc il doit identifier les personnes qui ont travaillé en proximité avec la personne atteinte et pour les placer en cas de contact et donc en arrêt de travail. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure que le fait de passer au chômage partiel. Il peut ne pas le faire, mais dans ce cas-là, encore une fois, il peut engager sa responsabilité en cas de réalisation du risque qui est la contamination non traitée. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure que le fait d'être au chômage partiel, on continuait de cumuler au niveau des congés payés, si j'ai bien compris. Et du coup, une adhérente, Catherine, nous pose la question pour la cotisation des retraites. Est-ce qu'elle va perdre des trimestres avec le chômage partiel ou pas? Je ne crois pas, mais ça dépend des régimes de retraite. D'accord. Qu'en est-il aussi? Nous avons la question, alors je suis allée trop vite. Nous avons aussi la question d'une adhérente par rapport au mi-temps thérapeutique. Est-ce que mi-temps thérapeutique et chômage partiel sont compatibles?
Alors, nécessairement, il me semble, puisque mi-temps thérapeutique, c'est je travaille mi-temps et je ne travaille pas l'autre mi-temps et je suis pris en charge par l'assurance maladie. À C'est bien partir, ça, oui. à partir du moment où on bascule pour les personnes et que le mi-temps thérapeutique est mis en place pour les personnes vulnérables. Or, on nous dit qu'à partir du 1er mai, les personnes vulnérables basculent dans le cadre du chômage partiel. Donc, cette personne va avoir un chômage partiel pour moitié. Pour l'autre moitié, soit elle pourra télétravailler, donc elle pourra payer normalement sur ce mi-temps. Et si elle ne peut pas télétravailler, eh bien, elle sera prise en chômage partiel à 100% du temps. D'accord. Merci. Je reviens aussi sur la demande d'Émilie, mais vous y avez répondu, qui a fini ses traitements depuis 10 mois et qui se demande en fait quel est son statut. Donc vous avez bien expliqué, je parle vraiment sous votre couvert, que d'après le décret du 5 mai, c'est pour les personnes en chimiothérapie, immunodéprimées, le cadre des cancers métastatiques, mais d'après ce que met Émilie, elle ne rentre pas dans ce cadre puisqu'elle me met juste qu'elle a eu un cancer et qu'elle a fini ses traitements chimio et radiothérapie il y a 10 mois. Donc, elle n'est plus considérée comme personne vulnérable comme décrit dans le décret du 5 mai. Tout à fait. Je peux revenir juste sur le mi-temps thérapeutique, la Oui. question précédente. Il me semble, j'ai peut-être pas bien compris Benoît ce que tu as dit, mais il me semble que pour la partie mi-temps thérapeutique, enfin pour la partie sécurité sociale, arrêt maladie, la moitié du temps, la personne reste en arrêt maladie. Pour l'autre moitié du temps, c'est l'activité partielle, hein, si elle est en personne vulnérable puisqu'il n'y a plus l'arrêt maladie, ou elle est nécessairement en activité partielle pour l'autre moitié. Donc, en fait, quand elle est en mi-temps thérapeutique, c'est soit il y a une partie où elle est en télétravail, et si ce n'est pas réalisable auprès de son employeur, ce que disait Maître Cazin, c'est que du coup, elle bascule en chômage partiel, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Alors, je regarde un petit peu au niveau des questions, parce que nous en avons plusieurs. Alors, on a Isabelle qui nous demande s'il y aura encore des mesures pour le chômage partiel ou total après le 1er juin. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres modifications, d'autres décrets? Oui, il y aura le principe du chômage partiel va se poursuivre après le 1er juin, mais dans d'autres conditions vraisemblablement qui restent à définir. Peut-être qu'il y aura des régimes différents selon les secteurs d'activité, en fonction des difficultés de tel et tel secteur. Il y aura un renforcement des aides et dans d'autres secteurs, on rejoindra au fur et à mesure le régime que vous connaissez avant la crise sanitaire. D'accord. On a le cas de Lucie qui, elle, est en arrêt maladie jusqu'au 29 mai et elle a convenu avec son employeur de faire une rupture conventionnelle après son arrêt. Elle demande si du coup les délais d'homologation de rupture conventionnelle sont rallongés en cette période ou pas, si oui, combien de temps. Voilà, comment ça se passe un petit peu et l'indemnité de rupture versée par l'employeur aux salariés est-elle obligatoire? L'indemnité de rupture. De rupture versée par l'employeur Alors, aux salariés. Donc là, on a deux questions. D'accord. Juste un rappel sur les ruptures conventionnelles. Vous avez 15 jours calendaires qui correspondent, une fois que la rupture est signée, au délai de rétractation pour les parties. Et si celui-ci n'est pas exercé, eh bien, il y a ensuite on adresse la demande d'homologation à l'inspection du travail qui a 15 jours également. Et donc, au début de la crise, les inspections du travail ne répondaient pas toutes, et pour certaines répondaient qu'elles étudieraient la question d'homologuer ou pas les ruptures conventionnelles qui étaient soumises à la fin de la crise sanitaire. Or, depuis, je ne sais plus si c'est par une ordonnance ou un décret, il a bien été précisé qu'il n'y avait pas à suspendre ainsi le délai d'homologation. Donc, si aujourd'hui vous signez une rupture conventionnelle, eh bien, vous pouvez prévoir une date de fin dans le mois et demi, un mois et demi plus tard, comme c'était classique auparavant, avant la crise. Donc, ça ne change rien maintenant. Je voudrais ajouter quelque chose pour la rupture conventionnelle. Enfin, pas, ce que dit Benoît, effectivement, c'est tout à fait exact. Hein. C'est plutôt sur le contexte. On est dans un contexte
de crise économique, si un employeur propose une rupture conventionnelle à un salarié, le salarié n'a pas intérêt à l'accepter, à moins que le salarié, ça l'arrange et qu'il souhaite que ce soit à son initiative. Mais si la personne ne souhaite plus travailler, enfin, si c'est l'employeur qui propose la rupture conventionnelle, la salariée n'a pas intérêt à accepter parce que le régime est moins favorable que le régime d'un licenciement pour motif économique. D'accord, mais L'indemnité alors là, ce que disait Lucie, la même. comme a présenté, c'était convenu visiblement d'avance. D'accord. C'était en dehors de la crise, elle avait un arrêt jusqu'au 29 et elle avait convenu qu'après cet arrêt, il partait sur une rupture conventionnelle. La façon dont elle tourne sa question, visiblement, c'est en dehors de la crise. Mais de façon générale, pour vos adhérentes, elles n'ont pas intérêt, si jamais l'employeur leur propose une rupture conventionnelle, ce n'est pas leur intérêt d'accepter. Ça dépend Un quand même. licenciement, ça dépend. Il y a des secteurs où les personnes restent tout à fait employables malgré la crise. Donc là, c'est vraiment à juger. Oui, après, il y a beaucoup de choses à voir. Le montant de l'indemnité, c'est l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui est au moins égale à l'indemnité conventionnelle. On a le cas aussi d'une autre personne qui est employée par la mairie, qui travaille auprès des enfants dans une école qui est sous hormonothérapie. Visiblement, c'est la mairie qui a refusé son retour. Donc, elle demande si la mairie peut lui dire non, vous ne revenez pas travailler, et qui du coup lui a imposé de poser 6 jours de congé. Je ne pense pas qu'on puisse lui imposer de ne pas venir. Surtout Ce que n'est pas dans un cas de vulnérabilité. en plus, c'est extrêmement temporaire parce que rien ne va changer dans 6 jours après. Non. Donc, c'est surtout les voir. Alors, le fait qu'elle ait imposé les 6 jours de contact, mais ce qu'il faudra surtout voir, c'est la manière dont elle va être gérée après cette période de congé imposée. Et soit D'accord. Donc, en fait, on peut interpréter différemment. Faut qu'elle revoie avec la mairie. Peut-être que la mairie lui demande dans un premier temps de poser ses congés et ensuite son retour au travail, puisqu'elle met que son médecin en plus l'a autorisé, puisqu'elle ne fait pas partie des personnes vulnérables. Normalement, elle doit pouvoir revenir comme n'importe quel salarié, puisqu'elle ne rentre pas dans le cadre des personnes. Est-ce qu'effectivement, sous réserve de remplir différentes conditions, il y a la possibilité pour l'employeur d'imposer ou de modifier des jours de congé pendant la crise. Donc ça, c'est ce qui visiblement a été fait. Et puis au retour, l'employeur jugera s'il fait du télétravail ou un maintien en poste. D'accord. On nous demande effectivement, puisqu'on est parti sur les congés, est-ce que c'est vrai que l'employeur peut imposer des congés et quelle est la durée maximum? Alors là, c'est Manuel, je te laisse répondre parce qu'on en a parlé hier. Alors, les congés payés, c'est une limite de 6 jours. Il faut qu'il y ait un accord ou un accord de branche, c'est-à-dire la convention collective qui l'autorise, ou bien un accord au sein de l'entreprise qui emploie la personne. Donc, il faut absolument un accord collectif. Et ensuite, la limite est de 6 jours. Ça, c'est pour les congés payés. Il peut y avoir d'autres congés qui ne nécessitent pas un accord collectif pour les prévoir. Ça peut être une décision unilatérale de l'employeur. C'est quand les gens disposent de jours de RTT, par exemple, ou de jours de repos complémentaires, effectivement. Et de mémoire, c'est dans la limite de 10 jours. D'accord, merci maître. On a Agnès qui a une question un petit peu différente. Elle est formatrice indépendante et elle travaille pour des organismes de formation. Elle intervient en face à face, en individuel, et elle dit que pour le moment, elle n'a pas encore repris son travail, mais elle se pose des questions en disant, y a-t-il des obligations de l'employeur? Elle intervient parfois en cours de bureautique, donc elle va toucher à la souris. Voilà, comment ça se passe de son côté? Il faut qu'elle regarde la fiche métier qui est faite, qui a été éditée dans sa branche, et des mesures très concrètes sont préconisées. Donc, ça peut être la plaque de plexiglas, ça peut être la connexion à l'ordinateur de 2 souris pour qu'il n'y ait pas, on n'utilise pas une souris et que chacun manipule la même. C'est des choses très concrètes, très simples, du bon sens, et parfois on trouve les solutions assez facilement.
Les fiches métiers sont consultables sur le site du ministère du Travail. Quand on tape sur Google ministère du Travail, fiches métiers, il y a toute une liste par métier et il y en a effectivement une sur le métier sur la formation. D'accord. On a aussi, alors je regarde Maître parce qu'on a pas mal de questions qui arrivent. On nous demande éventuellement si on pourra avoir un résumé de votre intervention avec toutes ces données. Oui, oui, je vous ai envoyé, bien sûr, c'était à l'intention des participantes. On pourra le diffuser, donc du coup, pas d'inquiétude. On a le cas de Marie qui est en arrêt depuis 1 an. De par sa pathologie, hein, elle est en traitement pour son cancer. Elle demande, est-ce qu'au niveau de sa prolongation, comment ça se passe? On est bien d'accord qu'il n'y a aucune incidence. Elle est suivie pour son traitement, elle a un arrêt maladie, elle retourne voir son médecin généraliste ou son oncologue pour le suivi de son traitement et pour la prolongation de son arrêt si le médecin l'estime toujours nécessaire, si elle est toujours en traitement. Il n'y a pas de changement dans le parcours de soins en tant que tel. Alors, est-ce que le médecin doit obligatoirement indiquer un motif pour l'arrêt de travail? Ça, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Le motif, personne risque Covid ou résidents, personnes risque Covid. Mais il n'y a pas la nature de la pathologie et on n'indique pas non plus si c'est en rapport avec une ALD. D'accord. On me pose la question pour une personne qui est demandeur d'emploi. Comment ça se passe pour les demandeurs d'emploi qui seraient vulnérables? Ils vont avoir l'indemnisation de la même manière. Ce n'est pas un cas que j'ai rencontré, mais je pense qu'il n'y a pas de différence dans la prise en charge. D'accord. Alors, je regarde parce que nous avons… Et le régime a été… il y avait une réforme qui devait intervenir de Pôle emploi et ça a été suspendu. Donc, on reste pour les bénéficiaires de Pôle emploi sur l'ancien régime. Alors, on nous demande comment est calculé ce chômage partiel. Donc, vous nous avez donné les taux pour quelqu'un qui est à temps complet et pour quelqu'un qui est à mi-temps. Je suppose que c'est au prorata, c'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va regarder le nombre de… Enfin, le chômage partiel vient indemniser le nombre d'heures chômées. Donc, on prend la différence entre la durée du travail contractuel et le nombre d'heures travaillées ou télétravaillées, et la différence, eh bien, on l'indemnise au titre du chômage partiel en prenant 70% du taux horaire qui est calculé. D'accord. On a la question d'Anaïs qui est un petit peu différente. Anaïs, elle est en cours de traitement, donc elle est déjà en arrêt de travail. Son mari, lui, est en télétravail, donc du coup, cette situation est adaptée. Mais elle a le cas de 2 enfants qui doivent retourner à l'école. Et du coup, ça l'inquiète parce qu'au vu de son état de santé, elle ne pense pas que ça soit adapté. Donc, elle a fait le choix de ne pas les remettre à l'école. Et du coup, elle voudrait que les grands-parents gardent les enfants pour qu'elle puisse prendre le temps de se soigner, que son mari puisse télétravailler. Mais les grands-parents habitent hors d'un rayon de 100 km. Est-ce que du coup, elle peut justifier ce déplacement en disant que c'est une aide à personnes vulnérables? Est-ce qu'elle doit avoir une attestation, des justificatifs? Comment on peut procéder? Je ne peux pas garantir qu'en cas de contrôle, il n'y aura pas de contravention, mais si elle présente un justificatif du médecin qui la suit indiquant que c'est important qu'elle se repose et que les enfants ne soient plus là et que la garde ne peut être assurée que par des grands-parents, bon, si c'est en dehors de 100 km, je pense que les contrôleurs ne sont pas très regardants. Je vois Maître Pulagarde qui oui, parce est d'accord avec cet avis. On parle de motifs impérieux. On peut considérer que l'état de santé d'une personne qui est en traitement chimiothérapique, c'est un état, c'est une cause suffisante et suffisamment importante pour justifier le déplacement. D'accord, parce que c'est ce qu'elle évoque, c'est que son mari, étant donné qu'il télétravaille, ne peut pas s'occuper des enfants et qu'elle, au vu des traitements qui peuvent être lourds en effets secondaires, que du coup, voilà, elle ne peut pas
gérer les deux enfants. Alors, je demande un tout petit peu de patience du coup aux autres personnes qui regardent ce webinaire. Je suis en train de lister les questions. Beaucoup de questions se regroupent, hein, donc des fois je ne vais pas citer la vôtre, mais c'est la même, c'est la même qui rejoint d'autres questions. Voilà, est-ce que ce dispositif s'applique à toutes les personnes atteintes de cancer sans exception? Eh bien non. On a bien dit que c'était en fonction du type de cancer, personne en chimiothérapie, personne immunodéprimée, personne avec un cancer métastatique. Donc, il y a vraiment un décret du 5 mai qui est paru. Où pouvons-nous trouver ce type de décret, maître, pour les personnes qui souhaiteraient le voir? Je vais vous donner les références comme ça. Je vais vous donner les références du décret. Vous pouvez regarder sur Google Légifrance avec le Sur numéro. Légifrance, tout simplement. Parfois, les gens ne le savent pas ou n'ont pas cette information. Donc, sur Légifrance. Il y a deux décrets qui sont parus le 5 mai concernant cette question. Il y en a un qui précise le basculement en activité partielle et l'autre qui énonce les différents critères de vulnérabilité. D'accord. Alors, donc ici, j'ai répondu, je pense, à tout le monde. Si j'ai oublié certaines d'entre vous, n'hésitez pas en conversation à nous mettre à nouveau votre message parce que vous êtes nombreuses. Donc, j'espère ne louper personne. Est-ce que la personne qui a délivré l'arrêt de travail quand on était avant le 1er mai, est-ce que c'est le même médecin qui doit délivrer le certificat d'isolement ou pas? Non. C'est-à-dire, j'ai vu mon oncologue à l'hôpital. Là, je n'ai pas de rendez-vous avec mon oncologue. Est-ce que ce certificat, si je ne l'ai pas reçu par la sécurité sociale, comme vous disiez, est-ce que je peux aller voir mon médecin traitant au lieu de reprendre rendez-vous avec l'oncologue? Oui. Et ça peut même être fait en téléconsultation. Et encore une fois, a priori, il n'y aurait même pas à obtenir un certificat d'isolement puisqu'il arriverait tout de suite tout seul de l'assurance maladie. Je trouve ça très intéressant, Maître, que vous parliez de la téléconsultation. Effectivement, pour celles qui sont fragilisées, qui ne veulent pas sortir de chez elles, c'est aussi une solution auquel elles n'ont peut-être pas pensé. On peut aujourd'hui, beaucoup de médecins généralistes, médecins traitants et même des spécialistes proposent la téléconsultation qui fonctionne plutôt bien visiblement. Donc, ça peut être une solution. Que le rendez-vous là n'a pas un caractère médical, c'est simplement pour formaliser et justifier la prolongation de l'absence. D'accord. Alors, on a Natacha qui nous dit « Bonjour, je suis actuellement en traitement pour mon cancer, mais je dois reprendre le travail fin juillet. Puis-je prolonger mon arrêt de travail en raison du Covid ?» Là, ça dépendra quelle est l'actualité du Covid en juillet. Ça, personne ne peut le savoir pour l'instant. Il faudra faire un point au mois de juin, voir si l'intensité du virus est le même, les risques sont les mêmes. Et puis, dans ce cas-là, oui, bien sûr, il y aura a priori la poursuite de ce certificat d'isolement. D'accord. Donc, on a Marilyn aussi qui revient sur est-ce que je rentre dans la catégorie des personnes vulnérables, mais on leur transmettra le document que vous nous avez soumis avec ce décret qui reliste les personnes. Donc, peut-être que Marilyn est arrivée un petit peu après le début du webinaire et n'a pas entendu. Voilà, elle est sous hormonothérapie. Donc non, en hormonothérapie, on n'est pas considéré comme personne vulnérable. De mon côté, je vous encourage à guetter vraiment le site RoseUp qui qui fait paraître des articles écrits par Émilie, notamment notre journaliste scientifique, qui interroge des médecins, des oncologues, et il y a eu plusieurs articles autour de l'hormonothérapie. Donc, je pense que ça peut être un complément d'information. Et vous avez aussi des webinaires médicaux une fois par semaine en général, où vous pourrez poser cette question en direct si vous n'êtes pas rassuré par rapport à ce type de traitement. Maître Cazin et Maître Pulagarde ont la gentillesse de nous répondre, mais sur la partie juridique.
ils ne sont pas, il me semble, compétents sur le domaine médical. Donc voilà, vous avez des informations juridiques avec les avocats, vous avez des informations médicales sur les webinaires médicaux. Donc n'hésitez pas à regarder les deux, à poser les questions sur les deux webinaires. Alors, on a une personne, pareil, qui nous dit « Je suis en arrêt depuis décembre, mes arrêts sont reconduits à chaque fois suite à sa pathologie. J'ai en ma possession mon prochain arrêt qui débute le 18 mai. Est-ce que je change de régime du coup? Est-ce que ça dépend du nouveau décret ?» Non, elle reste sur le régime de l'assurance maladie parce que là, c'est pour ses soins. On est bien d'accord, Oui, Maître? J'ai bien retenu ce que vous avez dit. exactement. Pour les personnes, il y a une femme qui se pose la question, elle exerce à domicile. Donc, on ne peut pas appliquer visiblement du télétravail d'après ce qu'elle mentionne, mais juste, je suis employée à domicile, comment ça se passe pour moi? Elle fait des vacations chez des personnes. Alors, je pense, par contre, elle ne nous a pas précisé si elle était envoyée par un organisme. Alors, je ne sais pas si c'est des cours à domicile, si c'est du ménage à domicile et si c'est conduit par une entreprise ou si elle est de particulier à particulier. Elle ne me l'a pas précisé. Si elle est Dans ce- salariée, eh bien les personnes doivent, enfin, l'employeur doit lui donner les recommandations pour respecter lutter les mesures de prévention. Et c'est un secteur particulièrement touché par les risques. Et donc, c'est un des premiers qui a fait l'objet de condamnations avec une petite comme Amazon et Carrefour, parce que les mesures de protection n'étaient pas suffisantes. Donc, il faut veiller à vraiment regarder si les mesures de prévention sont mises en place, toujours regarder les fiches métiers pour voir les préconisations dans la branche. Et puis, donc elle reprendra dans ces conditions-là. Si elle est travailleur indépendant, ben c'est à elle qu'il appartient de mettre en place ces mesures-là. D'accord, maître. J'ai une autre question. Une personne qui est employée à temps complet, qui du coup passe au chômage partiel, elle demande si le chômage partiel couvre le temps complet ou est-ce qu'elle peut être en télétravail sur quelques jours et une autre partie en chômage partiel. Oui, on peut. Le chômage partiel, l'employeur l'ajuste en fonction des besoins. Donc, elle va pouvoir être en mi-temps, par exemple, ou 20% en heures télétravaillées ou travaillées, et le reste du temps en heures chômées, puisque le chômage partiel, c'est le régime d'indemnisation des salariés au titre de la durée, qui est la différence entre le temps de travail complet et le temps travaillé. D'accord, c'est bien ce que nous mettait cette adhérente et elle demande sur le temps de télétravail, est-ce qu'elle peut décider de combien de jours elle est en temps de télétravail et combien de jours elle est au chômage ou est-ce que c'est l'employeur qui en décide? Donc, tout ça, c'est décidé unilatéralement par l'employeur. Ça s'impose D'accord. avec une particularité, c'est que pour le chômage partiel dit individualisé, quand tout le monde n'est pas en chômage partiel en même temps dans le service ou dans les mêmes conditions, eh bien, il y a nécessairement soit un avis conforme du CSE, soit un accord collectif qui est exigé. Et une personne nous met qu'elle est en télétravail, mais que là, il y a une baisse de productivité en télétravail. Certains, effectivement, employeurs peuvent le constater, mais aussi, elle nous expliquait qu'il y a une baisse de la production en elle-même et que ce qui a été défini en télétravail au début, donc elle ne précise pas le nombre de jours, aujourd'hui, ce besoin n'est plus aussi important. Est-ce que on aurait pu éventuellement lui demander il y a un mois de faire 3 jours de télétravail et peut-être le mois prochain d'en faire que 2 si les besoins en charge de travail sont plus les mêmes? Est-ce que ça peut être modifié? Oui, tout à fait. Ça peut être, on ajuste au fur et à mesure et on voit chez beaucoup de clients qu'il y a aujourd'hui une raréfaction des tâches qui peuvent être confiées en télétravail. Donc, ils réduisent la part de télétravail, augmentent d'autant le chômage partiel. D'accord. Il y a aussi, par exemple, quelqu'un qui va être spécialisé en paye. Il ne va pas pouvoir assurer toute son activité dans le cadre d'un télétravail, mais on va le faire télétravailler essentiellement en fin de mois sur les périodes au cours desquelles son activité est plus intense normalement. D'accord.
Je rappelle que ce webinaire donc, est dédié au droit du travail dans le cadre du déconfinement, dans le cadre du coronavirus. J'ai vu quelques questions passer sur le droit du travail en général, donc je suis désolée pour ces personnes. On n'a pas assez de temps pour traiter ces divers problématiques. Je vous invite à nous appeler sur la hotline nationale pour nous faire part de vos besoins afin qu'on puisse vous orienter vers des spécialistes, vers d'autres associations. Mais là, vraiment, aujourd'hui, c'est sur le déconfinement et sur le coronavirus. Et puis, nous avons travaillé ce webinaire avec Maître Cazin et Maître Puylagarde en amont, puisque vous nous avez posé des questions. Voilà, donc c'est vrai que pour les personnes qui souhaitent traiter d'un autre sujet, puisque nous n'avons pas eu les questions en amont et que ça ne concerne pas la thématique d'aujourd'hui, là, à l'instant même, on ne peut pas leur répondre, mais n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on puisse vous répondre après. Je regarde s'il y a encore une ou deux questions, Maître. Oui. Un mot qui est important, c'est tout le contact aussi avec le médecin du travail, qui va dans des situations difficiles où, par exemple, l'employeur imposerait une activité sur site alors qu'on se rend bien compte qu'elle pourrait être réalisée en télétravail, ou des employeurs qui ne prennent pas en compte justement cette vulnérabilité. Le relais, c'est essentiellement le médecin du travail, qui d'ailleurs, sans pour autant dire à l'employeur la nature de la pathologie dont est victime son salarié, va préconiser des mesures, lui, de télétravail. Il peut donner ce genre de préconisation. Donc, c'est un interlocuteur très important. Le médecin du travail, je ne sais pas si tu l'as dit, Benoît, déjà, peut aussi délivrer l'arrêt de travail en ce moment, alors que d'habitude, il ne peut pas. Oui, il est couvert par le secret médical, donc il ne faut pas… Le certificat d'isolement, donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Oui. Et une question à l'inverse de ce qu'on est en train de dire. Depuis tout à l'heure, on parle du télétravail, de ces arrêts maladie. Au contraire, on a une femme qui dit « Moi, mon employeur veut me mettre en télétravail pour me protéger, mais pour mon moral, j'ai envie de continuer au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il peut m'obliger à être en télétravail ou est-ce que je peux lui expliquer que c'est important pour moi d'être avec mes collègues et que je souhaite revenir sur l'entreprise ?» C'est vraiment la question inverse. C'est la première fois que je la vois, mais je pense que c'est important de souligner puisque, comme vous disiez tout à l'heure, Maître, voilà, chacun a son interprétation, se sent à l'aise ou pas à l'aise. Là, l'employeur est quand même tenu par les messages du gouvernement, de l'assurance maladie, qui est de dire privilégier autant que possible le télétravail et faites-le pour des raisons sanitaires. Donc, même si le salarié dit « moi je veux reprendre », l'employeur est fondé à imposer le télétravail. On ne peut pas tenir deux discours. D'accord, donc on peut peut-être suggérer à cette salariée d'aller dans le… Enfin voilà, on vient de lui expliquer pourquoi l'employeur a pris cette mesure, mais peut-être voir avec son employeur pour qu'il y ait des réunions en visioconférence, peut-être, pour avoir quand même un lien avec ses collègues. Voilà, réfléchir à comment faire pour avoir un lien avec ses collègues pendant ce temps de télétravail. Tout à fait. Maître, je vous remercie tous les deux pour votre présence, pour avoir pris le temps d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous permettrons du coup de passer le résumé que vous nous avez envoyé à l'ensemble des adhérentes qui nous en feront la demande. Je vous rappelle que nous avons un webinaire dans 15 jours à nouveau avec un avocat s'il y avait un besoin. N'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, ce webinaire a pu être réalisé grâce à Maître Cazin et Maître Puylagarde, grâce à l'association Rose Up. Si vous souhaitez qu'il continue, si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à verser un don. Je vous souhaite une bonne journée à tous les deux. Merci vraiment pour ces informations très riches. À très bientôt, bon courage. Au revoir. Au revoir.